tous, bienvenue à cette conférence sur le stress et le trac et surtout les moyens d'y faire face. En tant que formatrice au RI, je me suis bien sûr intéressée avant tout au stress des jeunes, au stress des élèves. Alors pour tout vous dire, je suis enseignante dans l'enseignement supérieur et j'ai été rapidement confrontée à des élèves qui, au moment des examens ou en tout cas à proximité des examens, vivaient des états de stress extrêmement profonds qui pouvaient même être dangereux à mon avis à moyen terme, voire à court terme. C'est la raison pour laquelle j'ai développé des cycles de sessions de yoga, de séances de yoga, adaptées à ces besoins-là. Alors j'ai aussi fait des enquêtes qui m'ont permis d'affiner plus précisément les manifestations auxquelles il était souhaitable de s'adresser en premier. Mais bon, voilà. Pour vous dire d'où je vous parle et à partir de quelle expérience. Donc l'intitulé de cette conférence, Dépasser le stress et le trac, le yoga au service de la réussite et du mieux vivre. Pas tout à fait facile à trouver ce titre, et c'est un titre qui nous ouvre pas mal de portes et de problématiques. Je vais commencer par une citation que j'ai trouvée il y a quelques années dans un journal britannique, au moment où j'étais en train de rédiger un mémoire en anglais sur le yoga pour les étudiants. Et en fait, l'année précédente, au Royaume-Uni, on avait durci considérablement les conditions d'accès à l'université, c'est-à-dire que c'était sur dossier et en fonction des résultats de leur équivalent du bac. L'organisme Young Minds, qui est en fait une sorte de grosse association d'écoute et de soutien psychologique aux enfants et aux adolescents, constatait qu'il recevait un nombre considérable d'appels de jeunes en état de stress et de panique par rapport aux examens. J'ai retenu cette citation choc de la représentante de cette association qui disait « En matière de santé mentale, nous sommes assis sur une bombe à retardement et plus nous faisons de la réussite une source de pression extrême pour les jeunes, plus nous préparons de problèmes pour le moment où ils seront adultes. » Je pense que pour chacun d'entre vous, c'est tout simplement une évidence. Malheureusement, ça n'est pas la position dominante dans notre société. Alors je vais faire un contrepoint parce qu'on parle de yoga et que après cette citation plutôt anxiogène, j'ai très envie de vous en montrer une un peu plus positive. La voici. Donc l'éducation devrait illuminer le génie déjà présent dans l'homme et contribuer au processus d'évolution. Elle devrait développer une personnalité intégrée et équilibrée. C'est une citation de Swami Satyananda dans un de ses nombreux ouvrages tirés des conférences qu'il a pu faire partout dans le monde. Alors évidemment, personnalité intégrée et équilibrée, c'est quasi la définition fondamentale du yoga. Associer cela à l'éducation, pour nous au RI, c'est exactement notre postulat fondamental. Encore une fois, pour le système éducatif et pour la société, ça n'est pas forcément ce qui est au premier plan. Mais il se passe quand même beaucoup de choses. Je suis bien placée pour pouvoir vous dire qu'il y a énormément d'expériences menées dans des établissements scolaires ou en dehors à destination d'enfants ou d'adolescents qui vont dans le bon sens. Mais bon, c'est un long chemin. Alors, pour commencer, bon, j'ai commencé déjà. Pour continuer, en revenant aux bases, le stress, qu'est-ce que c'est? Et le trac, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais vous transformer en mes élèves. Parce que pour expliquer, si vous voulez, pour pouvoir travailler sur le stress et sur le trac, il y a une chose qui me paraît évidente, c'est qu'il faut avoir compris le processus, avoir compris ce qui se passe. Pas forcément dans des termes très complexes.
Je ne suis ni neuroscientifique, ni psychothérapeute, ni pédiatre, ni médecin. Donc moi, je vais vous parler dans des termes simples, mais qui normalement sont efficaces pour la suite. Alors, un tigre surgit dans cette pièce. Qu'est-ce qui se passe en vous? Je vous laisse mouliner un petit peu. Qu'est-ce que vous ressentez? Vous voyez, il est là, il fait peur, hein, il est en train de bondir là. Il arrive. Et vous faites quoi? Vous vous préparez à fuir ou à vous battre. En anglais, on dit fight or flight. C'est une formule assez choc que je trouve intéressante parce que justement, elle rassemble l'essentiel. Se battre ou fuir. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre corps? Alors d'abord, votre œil, votre organe des sens, du sens de la vue, a perçu ce qui se passait. Il a envoyé un message à votre cerveau. Et votre cerveau a préparé l'ensemble de votre corps à vous battre ou vous enfuir. D'où les manifestations que vous avez peut-être réussi à reconstituer là dans le petit temps que je vous ai donné, mais que, en tout cas, mes élèves arrivent à décrire assez clairement. Alors, les manifestations, ça passe de boum, 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 le cœur, hein, le cœur qui bat fort. La respiration, qui devient saccadée ou en quelque sorte coupée. Les mains et les pieds qui deviennent froids. Une sensation de se ramasser. Et puis, la tête qui tourne, la tête qui se vide. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé à partir du moment où l'œil à vue a envoyé le message au cerveau? Le cerveau a envoyé à son tour un message, mais lui, c'est au cœur qu'il a parlé. Le cœur s'est mis à pulser beaucoup plus, parce que pour se battre ou pour fuir, on a vraiment besoin que le sang soit oxygéné. Mais pas forcément dans toutes les parties du corps. Pas forcément dans toutes les parties. C'est pour ça que les mains et les pieds et la tête, c'est-à-dire les extrémités, sont moins irriguées à ce moment-là qu'en temps normal. Par contre, tout ce qui permet de faire ramasser les muscles, vous voyez, et de faire en sorte qu'on puisse jaillir et courir le plus vite possible, ça va fonctionner. C'est ça qui va être priorisé dans ce phénomène du stress ou du trac. Néanmoins, le cerveau, c'est vrai qu'il est un peu moins irrigué et les zones du cerveau dont on a besoin à ce moment-là ne sont plus tout à fait les mêmes. On revient vers le cerveau limbique, c'est-à-dire un cerveau plus primaire et plus en lien avec l'instinct. Et c'est pour ça que si vous devez fuir devant un tigre, je vous garantis que votre corps trouvera les anfractuosités dans lesquelles vous pouvez vous glisser, le bon côté par lequel il faut courir, il faut passer, etc. La bonne prise pour monter, parce que ça va se passer du côté de l'instinct et non plus du côté de l'intellect. Autrement dit, le stress, c'est une réponse physique normale à un événement ressenti comme une menace ou qui remet en cause l'équilibre habituel. Le problème, c'est que dans la plupart des situations que vivent les jeunes, en tout cas celles qui produisent le plus de stress chez eux, à savoir les nombreux contrôles et les examens, ce n'est pas tout à fait approprié. Y a-t-il réelle menace? Plutôt non. Est-ce que ça remet en cause l'équilibre habituel? Sûrement. Ça oui. Alors le trac et le stress, pour ma part, je les distingue de la façon suivante. Le trac, c'est la réponse physique
ponctuelle à une situation ponctuelle. Donc c'est par exemple la peur de l'oral, la peur de la prise de parole en public, même pour nous adultes, hein, la peur de devoir affronter un jury d'examen pour le jeune, le stress donc, que je qualifie de réponse physique durable à une situation particulière. Le stress, c'est beaucoup plus dans la durée. Ils vont le vivre en période de préparation et souvent, ça peut durer jusqu'à 2 ans. Les élèves, enfin moi j'ai eu des élèves en BTS. Vous savez, le BTS, c'est un diplôme qu'on prépare en 2 ans après le bac. Et souvent, cette voie est choisie, puisque c'est une voie moyenne, enfin relativement courte, on ne part pas sur 5 ans d'université. C'est choisi par des élèves qui, au niveau du bac, se sentaient déjà un petit peu fragiles. Donc, ils sont souvent pas très sûrs d'eux. Et cet examen, ils le préparent en 2 ans. Et dès la première année, on ne cesse de leur parler de ce qui va leur arriver à la fin de l'année d'après. Et ils emmagasinent vraiment un stress qui peut être sur une grosse durée. Et là, pour le coup, tous les phénomènes que j'ai décrits tout à l'heure et qui peuvent être bénéfiques, au cas où un tigre surgit dans cette pièce, par exemple, qui vont peut-être vous sauver la vie, ces phénomènes-là deviennent tout à fait contre-productifs. Alors, contre-productifs parce que le stress va être épuisant. Vous savez bien que ça conduit à des maladies cardiaques notamment. Alors, on peut espérer que chez des jeunes gens d'une vingtaine d'années ou chez les enfants, parce que les enfants, ils sont tout autant soumis avec la quantité d'évaluations qu'ils ont absolument tout le temps. Vous savez, il y a des enfants d'école élémentaire qui ont une dictée par semaine, on va dire, et toutes les semaines, c'est le stress absolu pendant les 4 jours autour. C'est quand même bien chargé, bien lourd, hein. Mais même le trac, d'ailleurs, est contre-productif parce que, comme je vous l'ai dit, la tête se vide. Les extrémités sont moins irriguées. Et ce n'est pas le cerveau limbique qui aidera à répondre à des problèmes de maths ou à faire une dissertation de philosophie. Ce n'est pas là que ça se passe. Donc, à ce moment-là, le fait d'avoir ce sentiment, cette sensation de tête qui tourne est tout à fait contre-productif. Heureusement, le yoga est là. Il existe diverses techniques. Je sais que notamment les infirmières scolaires des établissements collèges, lycées font très souvent appel à des sophrologues pour venir aider les élèves, leur faire des conférences et puis leur donner des techniques. Évidemment, moi je suis professeure de yoga, donc je vais plaider pour ma paroisse. Et je pense qu'avoir auprès de vous une oreille bienveillante, pour moi, le yoga, il apporte une réponse qui est la plus complète possible. Pourquoi ? Parce qu'il va travailler sur le corps physique, sur le souffle, sur le mental, voire sur des couches un petit peu plus profondes. On n'ira peut-être pas jusqu'à l'inconscient, mais on peut s'en rapprocher. Alors, je reviens à ma description des symptômes. Parce qu'il y en a un que j'ai un petit peu oublié tout à l'heure. Je vous ai dit le cœur qui bat fort, la respiration qui devient saccadée, et puis il y a la posture qui se ramasse. Et un jeune ou un adulte, soumis au stress ou au trac, va avoir tendance à se refermer. Vous voyez, on va avoir un phénomène, et même vous voyez beaucoup de gens, je ne sais pas si j'ai réussi à éviter de le faire depuis le début de cette conférence, mais qui vous parlent en prise de parole en public, bras croisés, comme ça. Et bras croisés, qu'est-ce que c'est ? C'est je me protège. Je protège mon cœur, mon espace vital. Je me protège de possibilités d'agressions extérieures. Donc, ce que j'ai décrit tout à l'heure, c'est un lien entre le cerveau et le corps. Le cerveau a envoyé un signal au corps qui s'est manifesté à travers tout un tas de symptômes. On peut utiliser ce canal qui est ouvert
ce que j'appelle le continuum corps-mental. Ce continuum corps-mental, si le cerveau peut envoyer un message au corps, le corps peut aussi envoyer un message au cerveau. Et donc, si on passe d'une posture ramassée, épaules rentrées, à une posture redressée, épaules ouvertes, ah, sur le coup, c'est pas confort, hein, parce que cette zone-là, en effet, elle est moins protégée. Vous voyez, elle est ouverte. D'accord ? Mais ça commence déjà à envoyer un autre signal. Bon, alors après, en réalité, c'est plus sur mon deuxième point qu'on peut travailler, enfin qu'on peut. C'est à travers le souffle qu'on va le plus facilement, le plus rapidement pouvoir avoir un effet sur l'état de la personne. Donc évidemment, le yoga permet de redresser la posture, de libérer et d'allonger le souffle. À partir du moment où cela est mis en place, on peut mettre en place la détente. Quand on fait des séances complètes de yoga pour des jeunes, on va encore plus loin, puisque en plus, on peut travailler sur la force, sur la confiance en soi, la confiance en l'autre quand on fait un travail à deux. Et pour finir, et c'est à mon avis le plus important, mais c'est le plus long à atteindre, on peut amener une prise de distance par rapport aux événements. Alors cette prise de distance, elle passe à travers diverses techniques, mais surtout il s'agit pour moi de ce qui est le cœur du yoga à mon avis, développer la prise de conscience, développer la présence dans l'ici et maintenant bien sûr, mais aussi la présence par rapport à ce qui est en train de se passer en nous. Donc c'est la posture du témoin qui s'exerce dans une séance de yoga de la première à la dernière minute. On commence en faisant des postures sur le corps, mais c'est des mouvements conscients, c'est des mouvements habités. Donc la présence de la conscience s'exerce d'abord au niveau du corps physique. Quand on passe aux exercices de respiration, la présence de la conscience s'exerce au niveau de la conscience du souffle. Et puis de la présence du fait d'être tout à fait conscient de ce qu'on fait et de ce qui se passe. Quand on passe à la relaxation, la relaxation, c'est une transition vers la méditation, et dans les deux cas, on a une présence de la conscience. Je ne sais pas si vous connaissez tous la pratique de Yoga Nidra. Yoga Nidra, c'est le sommeil conscient. Le corps dort, la conscience reste parfaitement éveillée. Et en entraînant la personne à travers ce type de séances complètes de yoga, qui peuvent se terminer par une pratique de méditation au sens de pleine conscience. D'ailleurs, voilà, l'expression pleine conscience, elle recouvre tout ce que je viens de vous décrire. Hein. Donc, être conscient de ce qui se passe dans mon mental notamment, ou de ce qui ne s'y passe pas, si par hasard j'ai réussi à atteindre le silence, ce qui est quand même pas donné à tout le monde. Alors des gens qui font un petit peu de yoga pour se préparer aux examens, ça serait quand même un peu miraculeux. Mais néanmoins, on peut favoriser une prise de distance par rapport aux événements. Comment ? Vous allez pratiquer. Hein. J'espère, moi j'entends un brouhaha, hein, donc je ne sais pas ce que vous pouvez percevoir. Mais pour commencer, on va bouger le corps. Par contre, je suis un peu embêtée avec le micro. Je vais vous inviter à vous mettre debout. Si vous avez des manteaux... Ah, il y a un pied pour le micro. Non,
Non, mais je vais me débrouiller. Hein. Je vais me débrouiller. On va dire que je fais des deux côtés, même si je fais d'un seul côté, d'accord? Je vais essayer. Alors, vous allez commencer par prendre conscience de votre posture debout. Essayez de la rectifier un petit peu si c'est nécessaire. Si possible, vous avez les deux pieds parallèles, écartés de la largeur des hanches à peu près. Et vous vous plantez bien dans le sol. Sentez le contact avec le sol. Sentez l'ancrage des pieds dans le sol. Puis vous pouvez poser votre main sur le sommet de la tête et monter. Sentez que vous poussez votre main vers le haut. Puis vous enlevez votre main et vous gardez un étirement confortable. Confortable. La fermeté dans la douceur, Sthira-Sukha, c'est un des concepts fondamentaux des Yoga Sutras de Patanjali. Et puis vous allez croiser les doigts devant l'abdomen. Je ne peux pas vous montrer. Voilà, c'est bien. Et puis, vous prenez conscience de votre souffle. L'inspire, l'expire. Vous prenez conscience. C'est le souffle, par le nez à l'inspiration comme à l'expiration, qui va guider le mouvement et pas le contraire. À la prochaine inspiration, vous allez monter les bras au-dessus de la tête. Doigts croisés toujours. Et retournez les paumes des mains vers le ciel. Étirez-vous bien. Et sur l'expire, vous laissez les mains revenir vers le sommet de la tête. Et vous allez refaire ça encore 4 fois en étant présent à ce que vous faites et en ressentant ce qui se passe dans votre corps. Inspire, étire, étire, grandissez-vous. Et reviens à l'expire. Encore 3 fois à votre rythme. En conscience. Et quand vous avez terminé, sur une expiration, vous redescendrez les bras. Et vous ressentez, vous observez les effets de cet étirement dans le corps et peut-être dans d'autres niveaux. Et puis, on va continuer avec un étirement sur le côté. De la façon suivante. Alors, on va essayer de ne pas donner de baffe à ses voisins. Donc, on va commencer au centre avec la main gauche, tous la même. Oui, la gauche. Sur une inspire, vous allez monter le bras, grandissez-vous bien. Et sur l'expire, avec les 2 pieds qui restent bien plantés, vous descendez vers la droite. Inspire, remonte. Expire, descend. Et vous le refaites encore 2 fois du même côté, 2 fois à gauche. Le bras gauche qui monte. Sur l'expire, on descend sur le côté droit. Inspire, remonte. Expire, redescend. À votre rythme, une 3e fois. Et revient. Et comme toutes les fois où on fait un côté puis l'autre, c'est une magnifique occasion d'observer, de ressentir les effets de la posture, ne serait-ce qu'en comparant le côté droit et le côté gauche. Et puis on va changer de côté. Bras droit qui monte, on se grandit bien sur la fin de l'inspire, à l'expire, on descend. Inspire, on remonte, on se grandit. Expire, on revient. Encore 2 fois comme ça.
Quand vous descendez sur le côté, gardez bien le contact des deux plantes de pied égales avec le sol. Le contact avec le sol égal pour les deux plantes de pied. Et de nouveau, vous observez, vous ressentez, vous êtes dans la présence à votre corps. Et vous voyez que le fait de le mettre en mouvement et en mouvement conscient vous aide à revenir au corps physique et à des choses beaucoup plus concrètes que vos éventuelles préoccupations du moment. Alors pour le suivant, c'est un peu plus délicat, il va falloir vous mettre en quinconce. Parce que je voudrais que vous fassiez une rotation en enroulant un bras autour de la taille et l'autre autour de l'épaule. Je vais vous le montrer. Alors, je plie bien les genoux. Le bassin n'est pas censé tourner. C'est pour ça qu'il faut bien plier les genoux. Ça vous aide à bloquer le bassin. Vous tournez à partir de la taille, la tête tourne, le regard vous guide vers l'arrière, un bras autour de la taille, l'autre autour de l'épaule, et vous choisissez le rythme qui vous fait du bien. Et puis vous ralentissez, vous revenez au centre. Et vous ressentez. Alors j'ai une petite anecdote à propos de cette histoire-là, de ce qu'on vient de faire là. C'est une élève une fois, une élève étudiante, quand on faisait ça, elle s'est vraiment écriée, elle est oh, qu'est-ce que ça fait du bien! Et à la fin de la séance, je me suis dit, il faut revenir là-dessus. Parce que je pratique toujours une petite discussion, ne serait-ce que pour bien les ramener vers l'extérieur après une détente profonde. Et cet élève, enfin un autre élève a dit, oui, en fait, moi ce que je préfère dans ces séances, donc c'est préparation aux examens par le yoga, et c'est plutôt centré sur le stress et le trac, et lui a dit, moi ce que je préfère, c'est les postures, parce qu'on se rend compte à quel point on est déconnecté du corps. Tout d'un coup, là, en bougeant son corps un tout petit peu, comme vous venez de le faire, il a pris conscience de ça. Et là, déjà, on a fait un pas immense. Vous pouvez vous rasseoir. Alors évidemment, hein, on peut faire une infinité de choses, mais ça, c'est déjà le minimum. Alors, on a vu tout à l'heure que le souffle, c'est probablement ce sur quoi on peut le plus travailler. C'est à partir du souffle qu'on peut le plus facilement modifier, envoyer un message au cerveau qui serait le message inverse, le message de non mais en fait, ça va, tout va bien. Ça va le faire, ça va aller, tout va bien. Alors évidemment, en yoga, on a plein de techniques possibles, mais il y en a une toute simple et qui est assez rapidement efficace que je vais vous présenter. Donc pour commencer, je vous invite à prendre sur votre chaise une posture assise. Oh là là, alors moi je pars en arrière, donc peut-être qu'il faut vous mettre vous aussi à l'avant, c'est à vous de voir. Mais ce que je veux, c'est pouvoir avoir le dos droit. Les deux pieds bien dans le sol. Elle est hyper simple, hein, donc pour la prise de notes, vous en faites pas, je suis sûre que vous vous en souviendrez après. Vous pouvez poser vos mains sur vos cuisses ou dans le giron, comme vous voulez. Si ça vous convient, je vais vous inviter à fermer les yeux. Si vous préférez garder les yeux ouverts, vous pouvez tout à fait. Sentez bien le contact des plantes de pied avec le sol. Sentez le contact des cuisses avec la chaise.
Amenez votre attention à la base de la colonne vertébrale, au niveau du coccyx. Et à la prochaine inspiration, montez dans la colonne et comme si vous mettiez de l'air entre les vertèbres. Grandissez-vous et à l'expire, relâchez les épaules en gardant ce léger étirement de la colonne vertébrale. Amenez votre attention sur le souffle. Vous pouvez l'observer au niveau des narines. Sentez l'air qui entre à l'inspire, l'air qui sort à l'expire. Et puis à la prochaine inspiration, vous allez faire descendre l'air jusque dans le ventre. Le ventre se gonfle. Sur l'inspire, vous gonflez le ventre d'air. Et à l'expire, vous expulsez toutes les tensions dans la terre à travers les jambes, à travers les pieds. Et vous continuez comme ça. Inspire, gonfle le ventre. Expire les tensions dans la terre. Continuez. Ne vous inquiétez pas pour la Terre, elle accueille sans aucune difficulté et avec bienveillance ce que vous lui envoyez. Elle peut tout à fait l'assumer. Et vous, vous vous en débarrassez. Inspire, gonfle le ventre. Expire les tensions dans la terre. Arrêtez cette pratique, revenez à la respiration naturelle. Reprenez conscience du corps en assise. Reprenez conscience des sons qui vous entourent, de la lumière qui filtre à travers les yeux clos. Et doucement, vous ouvrirez les yeux. Un petit commentaire à propos de cette pratique. J'en enseigne d'autres, hein, des pratiques de gestion du trach par la respiration, mais celle-là me semble être la plus simple. Alors elle est efficace d'abord parce que je suppose que vous avez compris, bon, d'une part c'est une respiration abdominale, la respiration abdominale par définition apporte la détente. D'autre part, quand même on prend des longues inspires pour faire tout ce trajet-là, donc forcément on oxygène plus l'ensemble du système, notamment le cerveau, mais pas seulement. Et donc ça aussi, ça contribue à apporter la détente. Alors il y a un bémol, c'est qu'il est nécessaire que le diaphragme soit débloqué, d'où les pratiques qu'on a faites avant, et en particulier les torsions, là, parce que c'est vrai que si le jeune ou la personne stressée a le plexus complètement bloqué, elle aura beaucoup de mal à l'installer, cette respiration-là. Là, évidemment, je vous le fais en un peu condensé, hein. Donc une préparation peut être nécessaire, et notamment pour assouplir le diaphragme, hein, ce muscle en forme de parapluie qui est là. Cette respiration, je vous l'ai fait faire assis, mais on peut aussi la faire debout. Et donc j'apprends à mes élèves à la faire debout parce que y a des épreuves d'examen, des oraux qui sont soutenus debout. Ils ont un projet à présenter, ils montrent des planches, ils montrent des choses et ils doivent être debout. Et en fait, c'est encore, moi je trouve que c'est presque plus facile de le faire debout. Inspire, gonfle le ventre, expire dans la terre. Et en troisième niveau, si on a le temps de bien préparer les gens, on peut le faire en marchant. On peut, bon, ça demande un petit peu d'entraînement,
Mais on peut tout à fait installer, une fois qu'on l'a installée debout sans bouger, on peut la reprendre debout en marchant. Et notamment, je dis à mes élèves, pour aller de la station de métro jusqu'au centre d'examen, n'hésitez pas à pratiquer ça. Et voilà. Et c'est comme ça qu'une fois, le responsable pédagogique, qui était quand même aux abords du centre d'examen, parce qu'il n'était pas complètement tranquille, il croise une élève, il lui dit « ça va ?» et l'élève lui répond « oui, je suis en train de me transformer en arbre ». Bon, je me suis dit « chouette ». Alors, la troisième pratique que je voudrais vous montrer, c'est une pratique que je qualifie de technique de concentration, qui est en fait une technique de méditation. C'est une adaptation de Tratak. Peut-être que certains d'entre vous connaissent Tratak. Donc la version traditionnelle de Tratak consiste à regarder fixement la flamme d'une bougie. Puis ensuite, on ferme les yeux et on voit l'image rémanente. Et ensuite, quand l'image rémanente s'efface, il peut se passer des choses ou pas. Donc ça, c'est ce que j'appelle un antar tratak, c'est-à-dire un tratak à l'intérieur. On va visualiser quelque chose, mais à l'intérieur, sur l'écran du mental, dans l'espace du mental. Alors ce quelque chose, je vous l'ai mis là, c'est un lotus en bouton et un lotus épanoui, pleinement ouvert. D'accord ? Vous le regardez parce que si vous pouvez, c'est ça que vous visualiserez tout à l'heure. Vous ne le voyez pas ? Alors, si vous n'arrivez pas à visualiser ça, une tulipe, ça marche, une rose, ça marche. Et d'ailleurs, pour être sûr de ne pas avoir, qu'il n'y ait aucun doute sur mon respect absolu de la laïcité dans l'éducation, dans un établissement scolaire, je ne cite pas un lotus, mais une fleur. Je dis, vous voyez un bouton de fleur et une fleur épanouie. Voilà. Mais vous, vous êtes grand et j'avais envie de me faire plaisir. Donc vous avez droit au lotus. Et vous avez même droit au mudra qui va avec. Alors, le mudra, vous allez plier les doigts de la main droite. La droite. Ensuite, vous faites pareil avec la main gauche et vous venez mettre les doigts de la main gauche par-dessus les doigts de la main droite. Et vous placez vos deux pouces l'un sur l'autre avec le pouce gauche sur le dessus et la base des mains se touche. C'est le mudra de la concentration. Main droite pliée, main gauche, les doigts qui viennent par-dessus, les deux paumes la base qui se rejoint et le pouce gauche qui vient se mettre sur le pouce droit. Le pouce gauche, les pouces repliés vers l'intérieur. Les pouces repliés vers l'intérieur. Regardez, on le voit assez bien sur l'image. Vous voyez l'image ? Si vous n'arrivez pas à faire ce mudra, c'est pas grave, vous pouvez garder les mains sur les cuisses. D'accord ? Alors, je vais vous inviter à placer les mains de cette manière à peu près au niveau du cœur. Si vous fatiguez à un moment donné, vous pouvez tout à fait relâcher les mains, les poser sur les cuisses. Voilà. Et je vais vous inviter de nouveau à fermer les yeux. Conscience de la posture, conscience des pieds en contact avec le sol. Conscience des cuisses en contact avec la chaise. De nouveau, vous amenez votre attention à la base de la colonne vertébrale. Et sur une inspire, vous faites monter l'air en mettant de l'espace entre les vertèbres. Et à l'expire, vous relâchez simplement les épaules. Amenez votre attention au niveau des narines. Observez l'air qui entre à l'inspire et ressort à l'expire. À la prochaine inspiration, pour allonger le souffle, vous allez suivre l'air qui rentre par les deux narines, qui descend dans l'arrière-gorge jusque dans les poumons. Et à l'expire, l'air qui remonte dans la gorge, descend par le nez et sort par les narines.
continuez comme ça, une respiration longue où vous suivez l'air jusque dans les poumons à l'inspire et jusqu'à l'extérieur à l'expire. Et puis vous laissez, vous amenez votre attention au centre du crâne. Et au centre du crâne, vous visualisez un bouton de lotus fermé. Sur l'inspire, le bouton va s'ouvrir, la fleur va s'ouvrir complètement, s'épanouir. Et sur l'expire, elle se referme en bouton. Et vous continuez comme ça. Inspire, la fleur s'ouvre. Expire, elle se referme. Après la prochaine expire, vous restez sur la vision du bouton de lotus fermé. Ne vous occupez plus du souffle, vous gardez votre regard intérieur fixé sur ce bouton de lotus. Et ce bouton de lotus au centre du crâne va se transformer en un petit œuf d'or, lumineux. Dans un instant, vous sortirez de la pratique et cette lumière à l'intérieur du crâne restera et continuera à vous éclairer dans ce que vous aurez à faire tout de suite après. Effacez toute image, défaites le mudra, reprenez conscience du corps en assise. Reprenez conscience du mouvement que produit le souffle dans le corps. Reprenez conscience des sons qui vous entourent, de la lumière qui filtre à travers les yeux clos. Pour marquer la transition vers l'extérieur, prenez une profonde inspiration. Expirez bien et doucement vous ouvrirez les yeux. Si vous souhaitez vous étirer, vous pouvez tout à fait le faire. En salle d'examen, ce n'est pas toujours évident, mais je vous assure que j'ai des élèves qui ont pratiqué ça juste avant de composer et qui disent que ça leur a fait du bien. Avez-vous des questions sur tout ce que nous venons de faire, J'avais 50 minutes, donc je vous ai fait un condensé. J'ai oublié le Cherokee. Je ne sais pas où il est passé, mon Cherokee. Attendez, je vais faire quelque chose d'un peu bizarre. Ah ben j'ai perdu mon Cherokee. Ok. Bon ben tant pis. Vous connaissez l'histoire du Cherokee qui avait 2 loups et un petit-fils? Non? Alors c'est un vieux Cherokee, un vieil homme. Il apprend la vie à son petit-fils. Et il lui dit... Un combat a lieu à l'intérieur de moi. Un combat terrible entre 2 loups. L'un est mauvais, il est en colère, il est irrité, il a peur, il s'ennuie. Parfois il se sent coupable, parfois il est timide. Et puis l'autre loup, lui, il est bon, il est joyeux, il est serein, il a confiance, il est déterminé, il est courageux. Donc il y a un combat entre 2 loups à l'intérieur de ce vieil homme. Et son petit-fils lui demande, mais lequel va gagner? Et le vieil homme lui répond, celui que tu nourris.
ou plus exactement celui que je nourris. J'ai oublié de vous dire que le vieil homme avait expliqué à son petit-fils que lui aussi, il avait les mêmes deux loups qui se battaient à l'intérieur de lui. Donc si vous voulez, le stress, le fait d'être sensible au trac, tout ça, la neurologie, les neurosciences aujourd'hui confirment absolument ces sagesses ancestrales. Vous savez, les connexions synaptiques à l'intérieur du cerveau, elles se renforcent au fur et à mesure. Plus vous êtes soumis au stress, plus vous êtes sensible au stress, plus c'est difficile d'en sortir. Donc court-circuiter le plus vite possible, donner des techniques. Alors évidemment, bon voilà, je ne peux pas ici et maintenant vous faire toute la philosophie qui va avec, mais y a plein de portes qui peuvent s'ouvrir à partir de ce sujet, et notamment la question du témoin, de la prise de distance, de qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce qui n'est pas vraiment important. Et donc, pour revenir sur les notions de réussite qui étaient ici, on avait une vision de la réussite qui était plutôt négative. C'est la réussite en tant que pression pour la réussite. Mais moi, j'ai quand même pris le risque, et c'était pas évident, ça nécessitait un peu de réflexion, de mettre le mot réussite dans l'intitulé. Pourquoi ? Parce qu'une personnalité intégrée, équilibrée, elle va réussir les défis qu'elle se lance, les épreuves auxquelles elle sera confrontée, tout naturellement. C'est une question d'angle. Voilà. Je dois libérer la salle dans 1 minute. Donc si vous voulez qu'on discute, on pourra toujours le faire par là. Merci de votre attention.